Bonjour à tous. Pour ce nouveau numéro d'Eureka, nous allons recevoir Philippe Pascaud, ancien maire adjoint d'Évry, aux côtés de Manuel Valls, écrivain. Il est l'auteur notamment du livre à succès Pilleurs d'État ou encore plus récemment Mensonges d'État. C'est également un gilet jaune connu pour ses positions tranchées contre la corruption au plus haut sommet de l'État. Il plaide pour une plus grande transparence dans la vie politique française et il ne mâche pas ses mots. On va le recevoir. Il est là. C'est parti. Philippe Pascaud, bonjour. Bonjour. Assiste-t-on aujourd'hui à la fin des Gilets jaunes ? La fin des Gilets jaunes, non. Quand vous semez une graine comme la graine des Gilets jaunes a été semée, ça peut pas s'arrêter. Par contre, on ne sait pas tout à fait ce qui va pousser. Mais les Gilets jaunes, je dis toujours Gilets jaunes un jour, Gilets jaunes toujours. Mais les Gilets jaunes tels qu'ils sont ou tels qu'ils ont été, non. La graine aujourd'hui a changé, la graine s'est développée, la graine a fané, mais c'est plus la même chose. Donc les Gilets jaunes, la fin, non. D'autres façons de combattre à travers les Gilets jaunes, oui. On va en parler. Mais avant cela, on va revenir sur la genèse du mouvement des Gilets jaunes. Comment tout cela a-t-il démarré ? Parce que les gens en avaient marre de pleurer, parce que ça démarrait bêtement. C'est ce qui s'appelle la goutte d'eau qui déborde du vase. Donc il y avait déjà une sensation de souffrance dans le peuple, une sensation de ne plus être écouté, de faire que la fracture entre le haut et le bas. Et cette histoire d'essence, ça a été la goutte d'essence qui a débordé du réservoir, qui a fait que les gens ont explosé. Il y a eu une pétition qui est partie de Priscilla Ludowski, qui a pris une ampleur pas possible, qui a été relayée sans s'en rendre compte, parce que les médias s'en rendent pas forcément compte au début, qui a donc encore plus donné d'ampleur, et puis c'est parti, etc. Et puis les réseaux sociaux à l'époque étaient encore une source de développement instantané, quoi. C'est-à-dire que c'est le feu de brousse qui est parti. C'est-à-dire qu'on est parti d'une petite étincelle dans la brousse, et puis d'un seul coup, cette étincelle, elle a fait un feu, un grand feu, et toute la brousse s'est embrasée. Et on s'est tous retrouvés dans la rue à cette époque. À la grande surprise d'ailleurs, même des politiques qui ne s'attendaient pas. Mais ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que, je le dis toujours, Macron, Père Macron, salut si tu me regardes, le 1er décembre, il avait prévu son hélicoptère pour se barrer à Baden-Baden. Ils ont été pris complètement de court. Complètement de court. Parce que ça n'existait pas, ce genre de manifestation. Ça n'existait pas. Ce genre de populace, de révolution, entre guillemets, dans la rue, ça n'existait pas. Et puis, comment voulez-vous qu'il prévoie ? En plus de ça, les gouvernements précédents avaient cassé complètement les services de renseignement, les RG n'existaient plus, la DGSI se battait en interne. Ils n'étaient même pas renseignés sur le nombre de gens qui allaient se descendre dans la rue. Donc, ils ont été pris de court. Ils ont sous-estimé la révolte. Oui, mais aujourd'hui encore, ils sous-estiment. Aujourd'hui encore, j'écoute les discours de nos dirigeants, ils comprennent pas. Parce que ces gens-là ne sont plus dans le même monde que nous. Ces gens-là ne pensent plus comme le peuple. Ces gens-là ne vivent plus comme le peuple. Donc ils peuvent pas comprendre le peuple. Ils peuvent pas comprendre la souffrance des gens qui continuent. Ils peuvent pas comprendre qu'il y a des gens qui vivent dans leur voiture avec 500 € par mois. Tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est parce qu'ils le veulent bien. C'est parce qu'ils travaillent pas bien. C'est parce qu'ils savent pas économiser. Ils sont incapables. Ils sont enfermés dans leur idéologie. Mais complètement. D'autant plus qu'on a de plus en plus de dirigeants, et je pèse mes mots, qui n'ont jamais vraiment travaillé. Vous prenez un type comme Manuel Valls, vous prenez un type comme Castex, mais c'est des types qui n'ont jamais bossé. Ils savent pas ce que c'est que de faire 3 heures de transport par jour, de gagner que 1 300 €, de n'avoir que 150 € pour finir le mois une fois qu'on a payé toutes les factures. Ils savent pas ce que c'est. Ils ont jamais bossé, ils ont jamais été pris dans les embouteillages, ils savent pas ce que c'est que sortir du boulot, faire le supermarché, rentrer, faire à manger aux gosses, les coucher, s'occuper du dîner du mari. Non, ils savent pas. Donc ils sont plus dans notre monde. Je me rappellerai toujours la réflexion de l'autre patate, là, une nénette qui se dit porte-parole. Son nom, ça commence par un S. Oui, je parle du gouvernement. Ah, Sibeth Ndiaye. Oui. Qui vous expliquait que pendant la grève, les grèves qu'il y a eu il y a 2 ans, je crois, lui, ça lui posait pas de problème puisqu'elle avait sa voiture de fonction. Ces gens-là savent pas ce que c'est que la galère. Donc, ils peuvent pas comprendre la galère. Donc, ils peuvent pas comprendre les galériens. Et en plus, c'est eux qui fomentent ça. Donc, si jamais ils comprennent, ça va leur faire un effet miroir. Donc, ils sont pas prêts.
de comprendre. Leur monde ressemble à quoi? Ah ben c'est un monde douillet. Moi je le connais bien ce monde-là. C'est un super monde où vous êtes protégé, où vous n'avez pas de soucis, où on vous prépare à manger, vous avez comme la nénette qui s'est fait gauler 40 000 € de frais de taxi par an. Donc vous n'avez pas de problème de transport. Vous n'avez pas de problème d'impôt puisque vous avez un expert comptable qui vous fait vos impôts. Et c'est pour ça que vous avez des types comme Delovoy qui se rendent même pas compte qu'il y a 5 000 € qui tombent tous les mois sur leur compte. C'est pas eux qui font leur compte. Ils savent pas ce que c'est que de compter les centimes, eux. Donc ils sont dans une bulle, ils sont dans un autre monde. Et c'est une fracture totale entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Mais le problème, c'est que c'est les gens d'en haut qui décident aujourd'hui pour tous les gens d'en bas. Et ça devient inadmissible. Comment en est-on arrivé là? C'est nous qui avons laissé faire. Le peuple est coupable. Le peuple est responsable parce qu'il a délégué sans regarder. C'est-à-dire qu'on, depuis X temps, puisque ça nous arrange, on vote une fois et puis on s'en occupe plus. On a laissé ces gens-là s'installer dans la béatitude et dans l'engeance. On a laissé faire parce que, à un moment donné, on profitait des miettes. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore un petit peu, mais à une époque, avoir un élu important dans sa commune, c'était l'assurance de retomber sur sa commune. Est-ce que je suis clair dans mon discours? Bien sûr. Il y avait un clientélisme énorme. Je veux dire, pourquoi les Defferre, les Guérini, etc. ont réussi à tenir pendant un paquet d'années? C'est parce qu'ils savaient distribuer des prébendes. Ils savaient distribuer des petits cailloux. Ils savaient distribuer des boulots à la cantine ou des boulots comme cantonnier. Et tout le monde en profitait. Vous téléphonez à votre député avant, il pouvait vous faire sauter vos PV. Moi, j'ai un élu que j'ai pointé. En 1 an, il avait fait sauter 1000 PV de sa police municipale. Ça vous devenez redevable. Quand l'élu vous rend service, vous trouve un logement, vous trouve un petit boulot, vous arrange le coup parce que votre fille a pas eu la bonne note forcément pour rentrer à l'université, t'inquiète pas, je vais téléphoner au recteur, c'est un ami. Mais ça se fait de moins en moins. On est en période de pluie. Donc les gens, entre guillemets, ont retourné leur veste. Mais les coupables, c'est nous. Moi, je suis fou de rage de voir que tout le monde est d'accord pour dire que le gouvernement, c'est une merde. Vous regardez dans la rue aujourd'hui, même s'il y a des super sondages, la majorité des gens vous disent « Non, mais attends, c'est pas possible, la façon dont ils nous gèrent, que ce soit les pompiers, les avocats, les ambulanciers. » Quand tu fais la liste des corporations qui sont dans les soucis, même aux impôts, j'ai vu des gens qui faisaient la grève. Donc tu te dis, l'ensemble de la société a réellement un problème. Même à BFM TV. Même à BFM TV, oui, qui viennent de faire grève d'ailleurs. Donc c'est quand même un phénomène. Et pourtant, ces mecs-là sont réélus royalement. Alors quand je dis royalement, il n'y a plus beaucoup de gens qui votent pour eux. C'est ça. Mais ils sont quand même réélus. Alors que les gens qui sont contre pourraient les mettre dehors. Nous, on est coupable de l'abstention aujourd'hui. On est coupable de dire, je laisse les autres, parce que tu veux que je te donne le geste aujourd'hui, malheureusement, dont les gens estiment qu'ils ont fait la révolution. Je te le fais? Vas-y. Je like. Ah. Ouais, je suis très provoque. Je like. Ouais. Et une fois que j'ai liké, j'ai l'impression d'avoir fait mon job. J'ai fait ma révolution. Et je laisse les autres descendre. Alors tu rajoutes à ça un petit peu de répression, où tu commences à crever des yeux, où tu commences à taper, à filer des amendes de 135 € à l'artère légaux pour des motifs abscons. Pour rien. Illégaux. Pour rien. Illégaux, abscons, désuets, sadiques, tout ce que tu veux. Mais tu les mets quand même. Tu les mets quand même. Tu rajoutes à ça une manipulation médiatique. Il n'y a plus grand monde qui se bat. Tout le monde est d'accord. Mais dans son canapé. Et ça, c'est un réel problème dont nos dirigeants aujourd'hui sont en train de profiter. Parce qu'on est feignants. Je veux dire, l'abstention, aujourd'hui, personne s'en rend compte, par exemple. Moi, j'ai des endroits où il y a 80% d'abstention. Je le dis souvent dans mes conférences. Le remplaçant de Manuel Valls, tu vois qui c'était, Manuel Valls? Hein, je l'appelle Dark Vador maintenant quand je le vois. Le remplaçant de Manuel Valls a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Ouais, j'adore quand je vois ces yeux-là. Tout ce que je dis est factuel. Le remplaçant de Dassault a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. Juste un peu plus d'un demi-électeur sur 10. C'est ça la démocratie aujourd'hui. Là, sur les municipales, il y a plein d'endroits comme Mulhouse. Mulhouse, l'ensemble du conseil municipal a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Moins de 1 électeur sur 10.
C'est ça la démocratie qu'on nous propose aujourd'hui. Mais c'est nous, les coupables. Parce qu'on pourrait encore les foutre dehors, ces gens-là. Sauf que les gens ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, à force de ne pas se déplacer pour les foutre dehors, ils vont remplacer l'élection par le vote électronique. Toujours pour des histoires de progrès. Et tu sais pourquoi en plus ils vont faire ça? Pour lutter contre l'abstention. C'est comme ça qu'ils vont nous le vendre. Et les gens vont dire oui, c'est bien. Ah bah oui, je peux le faire de chez moi. Ah bah oui, je suis pas obligé de me déplacer le dimanche. Ah bah oui, je peux faire ça en famille. Et surtout, vous inquiétez pas, hein, c'est sécurisé. Le jour où ils installent le vote électronique comme ils vont le faire, la démocratie est morte parce que on s'en sera pas servi. Ça représente vraiment un danger, le vote électronique? Mais c'est évident. Aujourd'hui, j'ai des preuves que les votes électroniques sont truandés à 90%. Des preuves? Oui, je vais te donner un exemple. Le vote par Internet des députés à l'étranger a été supprimé, au présidentiel a été supprimé aux dernières élections. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi? Moi, j'ai reçu une dame qui m'a envoyé, elle a reçu 600 codes secrets pour voter. J'ai des feuilles d'émargement de fin de vote, dans des votes électroniques pour les députés à l'étranger, ça fait souvent par Internet, ou vote triple, vote quadruple, sur l'émargement. Le vote électronique, c'est simple à comprendre. Ça se passe derrière un écran. Celui qui maîtrise l'algorithme de l'écran, il maîtrise l'élection. L'avantage d'un vote mano à la mano, c'est que tu comptes les bulletins. Même s'il y a eu quelques truandages encore. Hein. T'as le mec de l'équipe A, t'as le mec de l'équipe B, t'as le mec de l'équipe B qui regarde, qui scrute. Qu'est-ce qui sort de l'urne? Alors que quand c'est derrière un écran, 49, 51, ça me plaît pas. Je clink. Comment tu vérifies? Et surtout, comment tu recomptes? Comment on fait un contrôle? Donc le vote électronique qui s'annonce comme un progrès, comme une liberté, va être en fin de compte la mort de la démocratie. Aujourd'hui, aux États-Unis, qui se bat contre le vote électronique et le vote par Internet? Qui? Trump. Tous les mecs qui savent qu'ils vont perdre les élections avec ça. Donc moi, je sais personnellement que le vote électronique, c'est la mort de la démocratie, mais qui sera à cause des gens qui vont pas voter. Parce que fainéantise. Et là, c'est dans les cartons. Ah oui, c'est clair. Macron, il est en train de le préparer. Ça se voit trop. Aujourd'hui, il y a des endroits sur les municipales où il y a eu 80% d'abstention. Quand on te dit à la télé qu'il y a eu 60% d'abstention, c'est un chiffre pondéré. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a 80%, il y a des endroits où il y a eu 70%, et ils mélangent les deux, tu me suis? Donc ça te donne 60%. Mais il y a des endroits où il y a eu 80 à 90% d'abstention, avec 3 candidats au deuxième tour. 3 candidats au deuxième tour, 90% d'abstention, ça fait quoi pour être élu? Que chi. Et donc, à un moment donné, ça va se voir. À un moment donné, ils pourront plus maquiller. Donc, ils vont être obligés, comme ils font d'habitude, de proposer une solution. Mais ils vont pas proposer une solution démocratique. Hein. Ils vont proposer une solution pseudo-démocratique. Ça, c'est un bonheur. Et les gens vont plonger, comme d'habitude, comme l'argent liquide. Quand ils sont en train de proposer de supprimer l'argent liquide, ils ont déjà mis ça en route. J'ai plein de gens qui sont contents. Bah oui, Vincent. La petite mémé, elle va plus se faire braquer. Ta poche, où tu mettais de la monnaie, elle sera plus déformée. Puis quand tu rends ta monnaie, tu te tromperas plus, c'est marqué sur ta carte. Et puis si ta maison brûle, t'inquiète pas, c'est sur ta carte. T'as pas perdu ton argent. Les gens vont dire, ah ouais, c'est bien. Mais après, quand ils sont exactement ce que t'achètes, où tu l'achètes. Quand tu vas vouloir, toi, donner 20 € à ta petite fille le week-end pour qu'elle s'achète un truc, tu dis pas à ta grand-mère. Hein. C'est sur ta carte. Quand tu vas vouloir aller en brocante, acheter un petit truc en douce, c'est sur ta carte. Quand tu vas vouloir prendre un pote chez toi pour qu'il te file un coup de main pour refaire un petit peu ta baraque et puis lui filer 100 € au black, tu sais, parce qu'il t'a rendu service. C'est sur ta carte. Mais ça, les gens, ils comprennent plus. Puis après, quand on va s'apercevoir que sur ta carte, comme ça se fait déjà, tu achètes plein de pastilles Valda. Parce que t'aimes les pastilles Valda.
Et que d'un seul coup, tu te trimbales dans un magasin, puis que ton téléphone sonne parce que... Il te dit, hey, à côté de chez toi, là, tu es en train de passer devant un truc où il y a des pastilles Valda. Quand tu vas ouvrir ton Facebook, tu vas t'apercevoir que tu reçois plein de pubs sur les pastilles Valda. C'est déjà un peu le cas, ça. Mais c'est déjà le cas. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est déjà le cas. Il y a un truc vachement simple, tu sais, le Gogol, tu sais, que le machin, il y a un truc vachement con. Tu dis, Gogol, t'es là? Oui, je suis là, patron. Mais non, ça veut dire qu'il était ouvert. C'est-à-dire qu'il écoute. Ça veut dire qu'il écoute. Moi, j'ai pas envie qu'on écoute toutes mes conversations. Mais c'est plus pratique. Ça t'évite. Les gilets jaunes se sont levés contre ça. Oui, les gilets jaunes plus ou moins se sont levés parce que les gilets jaunes sont souvent restés à l'horizontale. Ça a été un des gros problèmes. C'est-à-dire? Les ayatollahs de l'horizontalité. Oui. Pas de chef, on bouge pas, on reste malin, tous les journalistes c'est des connards. Résultat, on s'est fait niquer. Résultat, il n'y a rien qui est sorti. Résultat, Macron nous a emballé ça dans un grand débat. Il y en a d'autres qui ont fait un petit débat. On s'est retrouvé avec 70, 80 propositions soi-disant de l'ensemble du peuple. Et puis, il n'y a rien qui a été fait. Aujourd'hui, l'essence est plus chère que quand on a démarré. Aujourd'hui, les gens gagnent moins que quand on a démarré. Aujourd'hui, on paye plus d'impôts que quand on a démarré. Où il est le résultat positif? Je parle pas le fait que le peuple s'est soulevé. Je parle pas le fait que le peuple s'est conscientisé politiquement, entre guillemets, grâce aux Gilets jaunes. Je parle des résultats. Ils ont montré qu'une révolte était encore possible. Oui. Ce qu'on ignorait avant 2018. Alors, une révolte est possible. L'efficacité de la révolte. Moi, je préférerais moins de révolte, mais plus d'efficacité. Alors, ok, on a fait des super ronds-points, on a fait du saucisson, on a fait des merguez, on a fait des barbecues, on a fait des super manifs avec des connards qui brûlaient des poubelles. Mais, résultat, est-ce qu'il y a plus d'élus propres? Aujourd'hui, j'ai la preuve qu'il y a 50% de gouvernement, 50% de gouvernement qui a eu affaire au fisc ou à la justice. Du temps de Hollande, j'en avais que 33%. Putain, pour un gouvernement qui dit qu'il allait moraliser, aujourd'hui, l'essence est encore plus chère. Aujourd'hui, ils sont en train de nous foutre la 5G dans la gueule. Aujourd'hui, ils ont cassé le code du travail. Aujourd'hui, ils ont cassé la sécurité sociale. Aujourd'hui, ils sont en train de casser les hôpitaux publics. Aujourd'hui, ils sont en train de casser les écoles. Putain, super révolution. On a régressé par rapport à avant. Expliquez-moi où il est le bénéfice. Ils ont eu peur. Oui, ils ont eu peur. Mais qu'est-ce qu'on a pris dans la gueule? Ils ont eu peur, mais pas longtemps. Hein. Ils savent nous manipuler aujourd'hui. Hein. Rien qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez entendu je ne sais pas comment tu te situes, mais la décision du Conseil d'État, elle est géante. Donc, le Conseil d'État rappelle qu'il est interdit d'interdire de manifester. Ça, c'est aujourd'hui. Oui. Mais, il est interdit de manifester à plus de 5000. Ça, c'est aussi aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui le Conseil d'État. Ça s'appelle la novlangue. Ils se foutent de notre gueule. Et nous, on dit, putain, ouais, on a gagné, on a gagné. Bah oui, mais si t'es 5000 dans la rue que t'as pas le droit plus, elle est où la manif? Elle est où? Tu fais Roland-Garros, t'as 5000 personnes. Hein. Tu fais un Bercy, t'as plus de 5000. Hein. Bercy, c'est 20 000. Donc, elle est où? Il est où le progrès? Il y en a pas. Mais il y a l'apparence du progrès. On te dit, t'as plus de liberté aujourd'hui. C'est ce qu'on dit grâce aux Gilets jaunes. Pardon? Les journaux sont de plus en plus paquets. T'as de moins en moins de droit de parler. Facebook te verrouille de plus en plus. Même quand tu veux développer ton Facebook, ils ont mis des algorithmes de réduction, c'est-à-dire que tu ne peux pas toucher un maximum de gens. Elle est où la liberté d'expression qu'on a obtenue? L'apparence, oui. La réalité, non. Ils sont en train de verrouiller tous les pans de la société. Pas dans un complotisme comme on en parlait, uniquement parce qu'ils veulent le pouvoir pour eux. Et nous, on n'est pas capables, nous, on est descendants. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait. Je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent à quoi ça sert qu'on vote. À rien. D'où l'intérêt de mettre le vote électronique. Parce que c'est nous qui déciderons dans nos bureaux. Toi, on fera semblant que tu crois que tu décides. Si. Puis regarde Hanouna un peu plus quand même. Vraiment, c'est bien les émissions d'Hanouna. Ça instruit, ça monte vers le haut, c'est vachement intelligent. Regarde, c'est pour toi ça. C'est pour toi, tu vois. C'est ça la culture qu'il nous propose aussi.
Pessimiste, hein? On peut pas dire le contraire. Non, pragmatique. Je veux qu'on me prouve le contraire. Mais Philippe, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire différemment? À faire différemment, c'est toujours très difficile à dire après. On a fait déjà. Donc c'est déjà bien. Après, il faut analyser les résultats et surtout, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Les yayas de l'horizontalité, ça suffit. Les jusqu'au boutisme dont on reste entre nous, dans l'entre-soi. Tu peux pas critiquer la société et en même temps refuser. Moi, je suis fou de rage quand j'ai vu des gilets jaunes casser la gueule, j'ai dû les défendre, à des journalistes. Parce que soi-disant, ils disaient pas ce qu'il fallait dire. C'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est d'arriver à supprimer. Déjà, je dis vachement simple. On a des élections, là. On pouvait se débarrasser d'un certain nombre de connards au municipal. On l'a pas fait. Je vois Monsieur Copé réélu au premier tour. Carignon, deuxième dans les sondages. Édouard Philippe, réélu. Et après, toute proportion gardée. Triomphalement, au Havre. Et j'en ai 50 comme ça qui ont été réélus. Les gens s'emparent pas des réels leviers de pouvoir qu'ils pourraient avoir. Et ça m'énerve. Parce qu'ils considèrent que les règles sont biaisées et que jouer le jeu électoral... Ils considèrent que c'est les autres qui doivent jouer les règles. Je le disais souvent, les gens veulent bien être écologiques à condition qu'ils aient Carrefour à 5 minutes de chez eux. Je suis fou de rage de voir que... tu te rappelles ce qui s'est passé sur Nutella, où les gens se sont précipités. Ouais. Moi, j'ai eu les dessous de l'affaire. Intermarché avait monté volontairement ce coup-là. Mais là où les gens ne savent pas, c'est que dans le mois qui a suivi ce problème de honte à Intermarché qui vendait moins 75% les pots de Nutella pour que les gens viennent se battre, les actions d'Intermarché ont augmenté de 6,4%. C'est-à-dire que ça a eu complètement l'effet inverse que ça aurait dû avoir. Normalement, on aurait dû boycotter Intermarché. Eh bien, Intermarché a encore mieux marché de 6,4% dans le mois qui a suivi. Donc le problème, c'est que les gens, souvent, aujourd'hui, ne pensent qu'à leur gueule, à leur problème. Le problème du voisin, ils en ont rien à foutre. Et Macron joue là-dessus. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Alors le mardi, nous allons faire la manifestation des soignants. Le mercredi, des avocats. Le jeudi, des VTC. Le vendredi, des camionneurs. Et le samedi, on va faire les gilets jaunes. Mais c'est tous ensemble qu'il faudra les manifester. Parce que nous sommes tous dans la même société. Mais quand les camionneurs manifestent, ils manifestent d'abord pour leur fuel. Quand les avocats manifestent, ils manifestent d'abord pour l'augmentation de leur point de retraite qui passe de 8 à 12%, etc. Quand les VTC manifestent, ils manifestent d'abord pour le fait que les Uber leur font une concurrence déloyale. Quand les soignants, et encore c'est pas les pires, manifestent, c'est uniquement parce qu'ils sont pas assez payés. Et dès qu'on leur donne une petite carotte, dès qu'on leur donne une petite miette pour pouvoir remplir leur frigo pendant 15 jours, ils rentrent chez eux. Alors que s'ils sortaient tous en même temps, parce que nous sommes tous dans la même société qui va nous étouffer, nous sommes tous dans la même société où ils vont tous nous couillonner, nous autres les salariés. Ils sont morts. Parce que eux, ils sont qu'une poignée. Nous, on est le nombre. Nous, on est les millions. Mais ils arrivent à nous saucissonner. Les camions, ils sortent le lundi, les pompiers, ils sortent le samedi. Mais si les camions et les pompiers sortaient le même jour, tu crois que le gouvernement tiendrait? Non. Si on avait toutes les corporations qui souffrent, tous, en même temps dans la rue, au même moment, tu crois que la police frapperait? Non. Historiquement parlant et socialement parlant, quand il y a le nombre et la force, comme nous sommes, les mecs, ils posent les armes. Et ils seraient obligés de changer. Mais là, non. De façon sectorisée, on va se battre. C'est aussi un peu à cause des syndicats. Oui, mais pas seulement les syndicats. Tout le monde sait que c'est à cause des syndicats. Tout le monde sait qu'il ne faut pas acheter de l'huile de palme, de Nutella, parce qu'il y a de l'huile de palme dedans. Est-ce que les gens continuent pas à en acheter? Les actions de Nutella ont encore augmenté. Donc c'est pas si simple que ça. Repense à ce que je te disais, tout le monde veut un truc écologique ou vivre à la campagne. Alors ça, j'ai ça de plus en plus, j'adore. J'adore les gens qui vont habiter à la campagne et qui font un procès parce que il y a le coq qui fait du bruit. Ou parce que là, et qui perdent. Parce que là, le procès qu'il y a eu dernièrement, où il y a des gens qui ont hurlé parce qu'il y avait des crapauds qui faisaient du bruit dans la mare à côté de la maison qu'ils venaient d'acheter. Mais non. Ils ont gagné leur procès. Le mec était obligé de reboucher sa mare. Donc tu vois, il y a un non-sens là-dessus. Et aujourd'hui, la société, malheureusement, c'est ça. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, de soi par rapport aux autres, et c'est un bonheur pour les autres de faire ce qu'ils veulent.
et vas-y, je te donne un peu de fuel pour les camionneurs, et vas-y, je te donne un petit truc pour les avocats, et vas-y. Et puis, on continue à baiser tout le monde. Parce que ce que les gens se rendent pas compte, c'est qu'une fois que tu as eu ta petite miette et que tu la mets dans ton frigo, il est rempli que pour 15 jours. Au bout de 15 jours, tu n'auras plus rien dans ton frigo. Tu auras eu l'impression d'obtenir, mais tu n'auras rien eu. Parce que le vrai problème, c'est de changer la société, de changer le système. Aujourd'hui, nous sommes dans une vie qui se dirige de plus en plus vers le profit. Est-ce que les gens se rendent compte, je suis en train d'écrire là-dessus, que pendant le Covid, pendant la crise sanitaire, les milliardaires ont fait encore plus de milliards. Je parle plus aujourd'hui, alors j'ai fait les comptes en 2 mois, pardon. 2 mois. La plupart des milliardaires ont gagné des milliards. Je parle plus en millions. Hein. On parle en milliards d'euros. Milliards de dollars. Pendant que nous, on crevait. Pendant que j'ai tous les petits auto-entrepreneurs, les nanas qui avaient des boulots à domicile, la petite esthéticienne, qui s'est retrouvée avec des comptes en banque de merde, le petit auto-entrepreneur, la petite PME, qui a été obligé de faire un prêt où on va l'égorger, parce qu'il n'avait plus de liquidité pour payer ses employés, parce qu'il avait ses frais fixes, qu'il fallait quand même qu'il paye. On était tous dans une merde noire. Eux ont fait des milliards de dollars. On parle plus de millions. On parle pas d'une petite somme. Des milliards de dollars. J'ai la liste. Et il y a quand même un malaise. À quoi ça leur sert? Mais qui est con? Parce que je le dis toujours derrière. Qu'est-ce qui fait les riches? C'est les pauvres. Si les pauvres, à un moment donné, ils arrêtent de jouer le jeu des riches, ils l'ont dans le cul. Si les pauvres, à un moment donné, ils se disent, ils arrêtent d'acheter un téléphone tous les 6 mois. Parce qu'on leur fait croire que du fait qu'il y a une salle de bain intégrée dans ton téléphone, c'est vachement mieux pour toi. C'est vachement mieux. T'as une salle de bain. Hein. Tu te rends compte, t'ouvres ton truc, t'as un truc en quadrichromie qui sort et tout. C'est vachement mieux. Achète! C'est qu'un téléphone. Mais il faut qu'on consomme. Il faut qu'on l'achète. Il faut que j'aille le dernier téléphone, dernier cri. C'est le même que l'autre. Mais là, tu vois, j'avais une caméra. Le prochain, j'en ai 3. C'est mieux. C'est mieux. T'achètes. T'es con. C'est la force du système que de vendre du rêve. C'est vendre du cauchemar. C'est une apparence de rêve. Mais c'est pas du vrai rêve. Ouais. Parce que quand tu vois le prix des téléphones, quand tu vois les crédits que tu es obligé de faire pour avoir le téléphone, quand tu vois comment ça t'enchaîne, parce qu'une fois que tu achètes le téléphone, t'as pas que le téléphone, t'as l'abonnement, t'as le nouveau truc qu'il faut que tu changes parce que ça correspond plus à celui d'avant. Il faut que tu payes pour avoir ta listing d'adresse, il faut que tu payes pour écouter ton répondeur, il faut que tu payes pour tout derrière. Donc ça te libère pas. C'est pas du rêve. Après, c'est du cauchemar. Ça s'appelle des marchés captifs. C'est rien du tout, les marchés captifs. Mais quand tu commences à avoir plein de marchés captifs partout, t'es niqué, tu peux plus bouger. Et les gens se rendent pas compte. Ils sont contents. Ils ont leur nouveau téléphone avec 3 caméras. 3. Hein. Avant, j'en avais qu'une. J'étais con. Maintenant, j'ai 3 caméras. Ça me sert à rien, mais j'ai 3 caméras. Je paye 2 fois plus cher mon abonnement, mais j'ai 3 caméras. Un téléphone, c'est juste fait pour téléphoner. Hein. Mais ça, les gens, ils sont passés au-dessus. Il faut qu'ils enrobent, il faut qu'ils emballent. Il faut que leur téléphone soit le plus beau. Et surtout, il faut que tu en rachètes un tous les 6 mois. Parce qu'il faut que tu continues à engraisser les riches. Il faut que tu continues à engraisser le système. Et c'est là où il faudrait se battre. Avant, je vais citer un truc bien simple. Quand tu achetais une traction avant, je parle pour ceux qui ont un certain âge, hein, moi j'en ai eu une, j'ai acheté pour me faire plaisir, une Citroën 1929. Tu sais, la voiture qui fait... J'adore, c'est un rêve de gosse. 1929, hein. La peinture est d'origine. La peinture est d'origine. Ouais. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, une peinture, c'est fait pour être morte au bout de 5 ans. Aujourd'hui, un moteur, c'est fait pour être mort au bout de 5 ans. Il faut qu'on rachète. Et même quand tu peux pas racheter, il s'arrange pour que tu rachètes. Obsolescence programmée. C'est inadmissible. C'est-à-dire qu'on fabrique un produit pour qu'il soit périmé au bout d'1 an ou 2 ans. Mais c'est quoi cette société ? C'est quoi cette société ? On te vend des logiciels en sachant pertinemment que si tu ne rachètes pas les avenants, les machins au bout de 3 ans, ton logiciel, au bout de 2 ans, il est naze. Et on dit que c'est la liberté ? Non. C'est un bout de maillon de chaîne que je mets sur tes épaules. Mais les gens ne se rendent pas compte.
Ils sont contents. 3 caméras à la place d'une sur mon téléphone. Ils sont contents. Ils sont contents, ils dépriment aussi énormément. Et en France en particulier. Oui. Bah, ils dépriment parce qu'à un moment donné, quand tu n'as que 1 300 € par mois pour vivre et que tu as 1 200 € de facture inamovible et que tu vois qu'il te reste que 100 €, t'es mal. Donc à un moment donné, tu déprimes. Quand tu t'aperçois que tu peux soi-disant élever tes gosses dans la décence et que tu peux pas les emmener au restaurant, qui est le summum de la consommation populaire, entre guillemets, ma petite sortie au Gasto, etc. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent même plus emmener leurs gosses au Quick. Je parle même pas d'un Gastos. Je parle d'un fast-food. C'est que la société commence à aller mal, c'est clair. Et aujourd'hui, on en est là. Hein. Il y a des gens qui peuvent pas, le 10 du mois, d'emmener leurs gosses au Quick. Ou, quand ils veulent vraiment faire plaisir à leurs gosses, ils les emmènent au McDo. C'est la sortie. Quelle société on va? Si la sortie familiale, bénéfique et gratifiante, entre guillemets, hormis le fait que les gosses adorent aller au McDo, c'est d'emmener leurs gamins au McDo, je veux dire, grave la société. Mais on s'y dirige, on y va. Hein. On y va. De plus en plus de gens ont de moins en moins. Et de moins en moins ont de plus en plus. Et il y a un deuxième problème qui me paraît très important, c'est qu'avant, tu faisais fortune en une vie. Tu bossais, et puis quand tu arrivais à 60, 65 ans, tu devenais un notable qui avait fait fortune. Non. Aujourd'hui, tu fais fortune en 3 ou 4 ans. En 5 ans, tu deviens milliardaire. 5 ans. Et ça fait tourner la tête. Hein. Mais en plus, je dis toujours que si tu deviens milliardaire en 5 ans, c'est qu'en 5 ans, il y en a plein qui crèvent la dalle. Hein. Parce qu'il n'y a pas de secret. Quand le gâteau est comme ça, si tu prends les 4/5 du gâteau, pour toi tout seul, ça veut dire que tu laisses 1/5 du gâteau pour tous les autres. Et la société d'aujourd'hui se dirige vers ça. Individualisme à outrance, profite pour ta gueule, et si les autres crèvent, c'est pas grave. Et même si on lutte contre ça, inconsciemment, la société nous entraîne à ça. Je te rajoute des petits zestes de communautarisme à outrance, de religion, de débiles complotistes, etc. C'est un bonheur. Pour diriger une société comme ça, mais c'est un bonheur. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. On a une société qui souffre et ils sont en train de nous programmer une lutte communautariste. Les Blancs contre les Noirs. Les colonialistes contre les vilains colons. Et moi, je suis pas responsable de ce qui s'est passé il y a 400 ans. Hein. Par contre, je voudrais bien que la société d'aujourd'hui, il y ait un véritable vivre ensemble. Parce que j'en ai rien à foutre que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune. Par contre, j'en ai à foutre que si t'es con. Et là, ils sont en train de nous entraîner sur la couleur de peau, tu te rends compte? Et on plonge. Et on plonge. Parce que malheureusement, on abêtise de plus en plus les gens. Parce que malheureusement, les gens sont de plus en plus dans la consommation et non dans la réflexion. Parce que malheureusement, les gens sont de plus dans l'émotionnel et dans la surface. Je consomme, j'ai une émotion, c'est bon, je fais ma vie. Je réfléchis, je vais en profondeur, non, j'ai pas le temps. Et de plus en plus, hein. Faut me faire cut, moi, sinon je continue pendant 2 heures. Pour revenir aux Gilets jaunes. Ouais. Le gouvernement a quand même bien manœuvré. Acte 2, 3, 4, on a vu la pression de la police qui s'est accentuée sur les Gilets jaunes avec des éborgnés, tous les accidents les actes de violence policière qu'on a vus dans les médias. Et nous, on l'a vu au sein des cortèges. Comment aurait fallu-t-il faire? Comment aurait fallu-t-il s'organiser pour dépasser ça? Honnêtement, j'ai pas la réponse parce que je dis toujours, je suis ni Dieu, ni un gourou, ni une assistante sociale. Donc celui qui peut dire comment il aurait fallu faire, il est très fort, etc. Ça a été fait. À mon avis, ça n'a pas été bien fait. Il y a eu des égos qui sont en train de compte. Il y a des figures, les Gilets jaunes qu'on a joué. On était contre la starisation et en fin de compte, on s'est retrouvé avec des petites stars habillées en jaune qui jouaient les dieux du stade dans les manifestations. Et c'était pas simple à gérer. Moi, le premier, je suis une petite figure des Gilets jaunes. J'ai eu beaucoup de soucis à m'entendre avec certaines autres figures, quoi. Où tu avais l'impression qu'ils avaient des chaussures en 52 et une tête grosse comme un melon, quoi. Et c'est pas simple parce que les gens eux-mêmes voulaient ça, sans le vouloir. C'est-à-dire que les gens étaient contre pour une horizontalité totale. Et moi, quand je sortais de sûreté de manif, j'arrivais pas à faire 3 pas sans faire un selfie.
Parce que les gens voulaient absolument faire un selfie avec moi. Mm. Donc d'un côté, tu veux pas de machin, puis de l'autre côté, tu veux être en photo à côté. Tu vois, je me souviens toujours des conférences que je fais à travers toute la France, où je me tue à expliquer aux gens qu'il faut qu'ils se prennent en main, qu'ils arrivent à décider par eux-mêmes, qu'ils regardent, qu'ils arrêtent de s'occuper d'une seule information, mais qu'ils aillent chercher plusieurs informations pour pouvoir se faire leur propre idée. Je fais 2 heures de conférence le soir, et ça loupait pas à chaque fois. Alors Philippe, c'est sympa ce que tu viens de me dire. Pour qui je dois voter ? Mais putain, espèce de con, ça fait 2 heures que je t'explique qu'il faut que tu décides par toi-même, et tu viens me demander à la fin de la conférence pour qui il faut voter. Mais prends-toi en main, bordel. Donc t'as des gens qui disent qu'ils veulent se prendre en main, mais qui en fin de compte n'ont pas envie, parce que c'est plus facile de déléguer. Et puis c'est chiant de décider par soi-même. Moi, il y a des systèmes que j'ai pas envie non plus. Moi, le premier. J'ai pas envie de toutes les semaines qu'on m'appelle pour aller voter. Et je dis que c'est pas les leaders qui font tuer. C'est les contrôles qu'il faut mettre en place. Mais ça, les gens n'ont pas encore compris. Ils veulent pas de leader, mais en même temps, ils veulent quand même quelqu'un à suivre. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut mettre des contrôles en place pour contrôler les leaders. Quand t'es compétent, t'es compétent. Moi, j'ai été conseiller régional. Tu peux pas tout savoir. C'est impossible. Moi, j'avais 1,10 m de dossier à lire par semaine. 1,10 m. D'abord, si t'as pas la capacité de lire 1,10 m, ou alors tu passes ton temps à faire ça. Et tu dois décider sur 1,10 m. Donc, les gens étaient bien plus compétents que moi, me faisaient des fiches. Après, il faut contrôler les gens qui te font des fiches. Il faut contrôler le mec qui prend une décision. Mais ça, c'est pas encore dans les mœurs, c'est pas encore dans la tête des gens. Quel type de contrôle il faudrait mettre ? Des contrôles totaux. Moi, je suis pour une transparence, je l'ai mis dans mes bouquins. Hein. Plus on est transparent, moins il y a d'abus. Moi, pendant 30 ans, au-dessus de mon bureau, il y avait mon salaire. Affiché. Tous les jeunes qui venaient me voir savaient combien je gagnais. Bon, bah après, le mec me posait des questions, pourquoi moi je gagnais 3 000 € et lui 1 500. Bah, je lui expliquais que moi je travaillais le samedi, je travaillais le dimanche, qu'à 19h, je n'avais pas fini de travailler, qu'on pouvait me joindre quand on voulait, que j'avais la responsabilité de tant de budget. Une fois que tu as expliqué ça, les gens comprennent. Aujourd'hui encore 3 000 €? Oui. Oui, je fais partie de ceux qui gagnent 3 000 € par mois. Mais j'ai pas honte de le dire, je suis cadre A, je suis fonctionnaire, et je les mérite. Et je suis transparent. Et je paye mes impôts. Et je gagne 1,10 € par livre vendu. J'en ai vendu 200 000 et j'ai payé 70 000 € d'impôts. Quand tu es transparent, où il est le problème ? Casier judiciaire, vierge ? Ah oui, complètement. Moi. J'ai failli l'avoir chargé il n'y a pas longtemps, puisque sur les 1600 noms que j'ai mis dans mes livres, j'ai fait une erreur. J'ai attribué une condamnation à un mec et c'était pas la sienne. Il passait à plusieurs en procès, et donc il y a une condamnation qui était sur un autre mec et je lui ai attribué. Donc procès en diffamation. Je l'ai payé très cher. Ah oui. Ouais, 50 000 €. Ah oui. J'ai plus été condamné que Jean-Marie Le Pen sur le point de détail. Ah oui. Et le procureur a demandé mon inscription au casier judiciaire. B2. Pour 2 lignes d'erreur sur un livre. 2 lignes. Je me suis mis à genoux, je dis, monsieur le procureur, faites-le, s'il vous plaît. J'avais 62 ans à l'époque. Je dis, faites-le, s'il vous plaît. Ça va me faire une pub, vous pouvez pas savoir. Ah. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Mais il voulait l'inscrire à mon casier B2. Pour une diffamation. Alors que je connais des mecs qui ont détourné des millions d'argent, etc., eh ben, on ne demande pas leur inscription au casier. C'est bizarre, hein. Comme quoi la justice, des fois. D'ailleurs, vous étiez à l'initiative d'une pétition pour que... Tu peux me tutoyer, hein, je suis pas ministre. Oui, j'ai lancé il y a 5 ans. Vous êtes mon aîné. Oui, mais c'est pas grave. À partir du moment où je te tutoie, tu peux me tutoyer. J'ai lancé il y a 5 ans maintenant une pétition pour... et j'ai référencé 396 métiers dans mon premier livre où il faut présenter son casier pour travailler. Donc je disais, pourquoi les élus, c'est les seuls métiers, entre guillemets, ça devrait pas être un métier, où il faut pas de casier judiciaire vierge. J'en suis à 260 000 signatures, mais c'est toujours pas fait. On a eu un texte de loi qui a été fait, qui a été voté à l'Assemblée nationale le 1er février 2017, à l'unanimité de tous les députés présents, tous partis politiques confondus. Texte de loi que j'avais rédigé moi-même avec une députée socialiste à l'époque. Mais je sais pas pourquoi Macron m'a niqué sur ce truc-là, et il a refusé de l'appliquer. C'était pas une de ses promesses de campagne ? Si, je vais même te dire, non seulement c'était une promesse de campagne, mais cet enfoiré, et je pèse mes mots, m'a envoyé quelqu'un au mois de mars pour que je lui fasse une note sur le casier judiciaire. Ce que j'ai fait. Et il a mis ça dans son programme, page 27.
J'étais content. Et dès qu'il est passé président, il s'est empressé de faire le contraire. Donc je le dis et je le redis, Macron, t'es un menteur. Fais-moi un procès. Combien de députés et de sénateurs ont un casier judiciaire vierge? Je sais pas, mais il y en a un paquet. Et c'est même pas le problème. Parce que le problème, c'est qu'il ne devrait pas pouvoir se présenter avec un casier. Ouais. Il ne devrait pas. Parce que je vais te dire, je cite un exemple bien précis par rapport à ça. J'ai même une députée qui venait à l'Assemblée nationale avec un bracelet électronique Ah oui. au pied. Oui, pendant 2 ans, elle a fait ça. Elle avait un bracelet, elle venait voter. Donc tu vois, c'est pas si simple que ça. Pour travailler dans une mairie, pour bosser, pour être fonctionnaire dans une mairie, tu as obligation d'avoir un casier judiciaire vierge. B2. Ah oui. Si jamais tu es condamné pendant que tu es fonctionnaire dans une mairie, tu peux être viré sans droit à la retraite. Ça, c'est la loi. Par contre, pour diriger la mairie, tu peux avoir un casier chargé. Rien que ça, c'est un non-sens. Et le pire, c'est que tous les élus que j'ai rencontrés sont d'accord avec ce que je dis. Tous. J'ai rencontré Mélenchon, Julien Bayou des Verts. Ils sont tous d'accord. Ils disent ouais. Signe. Ah bah non, je peux pas. Et, oui. Et pourquoi? Si ça m'arrive à moi. Ah oui. Je suis niqué. Et la plupart des politiques ne signent pas le fait d'avoir un casier judiciaire vierge pour pouvoir se présenter à une élection. Ce qui est un non-sens. Je ne comprends pas. Alors ils me disent, oui, mais tu comprends, c'est aux électeurs de décider. Non. L'électeur, il n'est pas au courant. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un électeur sur 10 qui va voter. Ou alors, mets-le sur le bulletin de vote. Condamné pour détournement d'argent, etc. Dans ces cas-là, les gens sauront. Ah ouais. Mais non, ils ne veulent pas non plus. En même temps, on peut aussi penser qu'on peut être condamné abusivement pour Oui, diffamation ou pour une connerie. Mais Macron a fait rajouter ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux être condamné à B2 sur ton casier pour diffamation, ce qui est un non-sens. Mais c'est pas mon problème. Pour des conneries du passé, tu vois. Mais on est d'accord. Regrette. Non, attends, faut que tu saches déjà, et ça les gens oublient, c'est que tu peux faire effacer ton casier. Ouais. Donc casier judiciaire B2, etc. Au bout de 9 ans, tu peux faire effacer ta condamnation. Donc je suis désolé, tu vois, cet argument-là ne tient pas. Par contre, je fais très attention et je dis souvent attention, oui, mais arrêtez de faire du oui, mais. Parce qu'à force de faire du oui, mais, on fait jamais rien. Oui, mais tu comprends, José Bové, avec le McDonald's, il n'aurait pas pu se présenter. Oui. D'abord, on pose la loi sur le casier judiciaire vierge pour être élu, et après, on vote des avenants pour éliminer les petits points de détail. Mais on commence pas à se dire, comme font la plupart des Français, oui, mais, non, si on fait ça, non, on fait parce qu'on sait que c'est pas bien, et après on verra les petits détails. Mais d'abord, on pose la loi. Sinon, on la fera jamais. Parce qu'il y aura toujours un oui, mais. Il y aura toujours le truc de, ah oui, mais tu comprends, quand j'étais plus jeune, j'ai fait... Non, on pose la loi. Et après, on verra. Parce que c'est inadmissible aujourd'hui. Ou alors, on le retire pour tous les autres métiers. Parce qu'aujourd'hui, à ce que je sache, quand tu es un comptable et que tu détournes du pognon, non seulement tu es inscrit au B2, mais tu n'as plus le droit de travailler dans un truc de comptabilité. Aujourd'hui, quand tu fais une chose pas bien avec une femme ou un enfant, non seulement tu es condamné et c'est marqué à ton casier B2, et en plus tu es inscrit au fichier des délinquants sexuels, mais tu n'as plus le droit de bosser dans une colonie de vacances. Tu me suis ? Eh ben, un élu, non. Un élu, il a le droit. Un maire, il peut avoir été condamné pour agression sexuelle, et il continue à faire des mariages, et il continue à être patron dans une colonie de vacances. Pourquoi ? On supprime pour les autres dans ces cas-là. Si on dit que c'est pas possible pour les élus, pourquoi c'est possible pour le salarié ? Aujourd'hui, quand tu es journaliste, il faut que tu présentes quasiment un casier judiciaire vierge tous les ans. Tous les ans, il faut que tu redonnes ton casier judiciaire. Pourquoi pour les élus, c'est pas possible ? Expliquez-moi. Il n'y a aucune raison. Si ce n'est que les mecs veulent continuer à pouvoir installer une mafia pour nous gouverner. Et l'Union européenne dans tout ça ? On t'a vu à la fête du Brexit ? Oui, non, vous ne m'avez pas vu à la fête du Brexit. Non. Ah si. Vous m'avez vu à la fête de l'acceptation par le peuple anglais du Brexit. C'est pas pareil. J'ai été invité parce que c'était le jour où le vote des Anglais était respecté. C'est vrai. C'est pas la fête du Brexit, c'est la fête que j'étais content que pour une fois on respectait la parole du peuple. Donc mais ceci dit, si je vais jusqu'à l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est de la daube. Nous ne sommes pas dans une Union européenne. Nous sommes dans une union des lobbies. Nous sommes dans l'union d'une oligarchie.
On n'est pas dans une union. On est dans une union européenne économique, où les mecs font du pognon. Est-ce que tu sais, par exemple, que aujourd'hui, il y a 20 lobbyistes qui sont payés mensuellement très cher pour influencer un député européen. 20 lobbyistes déclarés. Déclarés. Aujourd'hui, l'Europe ne sert qu'à une seule chose, et je suis d'accord avec une personne qui disait ça, c'est Juvin, à faire des normes. Pourquoi ça sert d'autre, l'Europe? À te dire que les bananes doivent faire 15 cm. Que machin doit être... Mais quand tu réfléchis, l'Europe qui fait des normes, elle le fait pour qui? Uniquement pour les grosses entreprises. Puisque c'est souvent des normes qui sont de type européen. Donc, par exemple, souvent, je vais prendre un exemple bien précis, l'Europe fait des normes pour les fermes des vaches. Mais les normes qu'ils font, c'est souvent des fermes pour les fermes de 1000 vaches. Le petit fermier, il a dans le cul. Quand il fait des normes sur les fromages, il fait des normes pour l'ensemble des fromages sur l'Europe. Le petit mec qui fabrique son petit fromage dans son petit coin, dans son petit machin, il se retrouve d'un seul coup avec le fait qu'il faut qu'il mette du carrelage partout, qu'il faut qu'il désinfecte 3 fois par jour. Il peut pas, lui. Il peut pas suivre ces normes. L'Europe ne travaille que pour les riches. L'Europe ne travaille que pour l'oligarchie. L'Europe travaille pas pour les peuples. L'Europe travaille uniquement pour le profit. Et en plus, l'Europe ment. Et les gouvernements s'en arrangent. Parce que l'Europe, souvent, pond ce qu'on appelle des directives. T'en as entendu parler des directives? Ce que les gens ne savent pas, ce qui est la loi, hein, c'est qu'aucun gouvernement n'est obligé de suivre les directives. Mais on se retranche. L'Europe a dit, hein, donc je fais. Tu sais, la plus belle que je sors souvent, c'est sur le produit intérieur brut français. T'es au courant de ça? C'est dingue. Donc le produit intérieur brut, c'est quand même une référence pour savoir si un pays va bien. Tu me suis? Depuis le 1er janvier 2018, hein, c'est pas vieux, l'estimation des recettes de la drogue est incorporée au PIB français. Eh ouais, j'adore moi, quand les gens ne savent pas. Donc aujourd'hui, dans le PIB français... Mais comment on fait pour connaître les recettes de la drogue, justement? Écoute, ils l'ont estimé, hein, je crois que c'est autour de 4 ou 5 milliards, ils ont estimé ça. Ah oui. C'est incorporé dans le PIB français. C'est vrai, ça? J'adore quand on me dit c'est vrai. Non, mais c'est fou, ça paraît fou. Mais c'est fou, mais c'est vrai. Je ne fais que dans le factuel. Je n'invente rien, je l'ai mis dans un de mes livres. Depuis le 1er janvier 2018, l'estimation des recettes de la drogue est incorporée dans le PIB. Moi, quand je rencontre aujourd'hui un trafiquant de drogue qui s'est fait gauler, je lui dis, demande les circonstances atténuantes. Je travaille pour le bien-être de la France. Et bien ça, c'est une directive européenne. Quel est le sens de cette directive? J'aimerais comprendre. C'est fou. Mais c'est la réalité. Alors, attends, j'ai toujours qui se coule, moi, c'est mieux. Parce que l'année prochaine, ils vont incorporer les recettes estimées de la prostitution. Il y a déjà certains pays qui l'ont fait. Donc aujourd'hui, la prostitution et la drogue, enfin aujourd'hui, en France, pas en France, il n'y a que la drogue, mais demain, il y aura la prostitution. Dans certains pays, la drogue et la prostitution participent au bien-être du pays. La puissance économique d'une nation. Donc quand je te dis que l'Europe ne travaille que pour l'économique, ça, c'en est une preuve. Parce qu'ils ont bien incorporé que la drogue était un sous-marin économique dans certains secteurs de la vie. Et donc, ils l'ont incorporé au PIB. Alors que c'est illicite. Mais je dis, à quoi ça sert de se battre contre la drogue? Droguez-vous tous! Ça participe au bien-être du pays. Et bien ça, c'est l'Europe. Et cette Europe-là, là, je le dis officiellement, j'en veux pas. Frexit. Oui. Oui, une autre Europe. Alors, pas Frexit à la méthode de certains. Hein. On se referme sur soi, on a notre petite monnaie, on compte nos petits sous, et puis non. On peut faire autre chose. Moi, je suis pour une Europe sociale. Je suis pour une Europe humaine, pas pour une Europe économique. Je suis pour une véritable Europe où, quelque part, on s'unit pour faire des choses intéressantes. On s'unit pour élever le seuil de rémunération des ouvriers, par exemple. Ça, c'est une belle Europe. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, des ouvriers polonais gagnent moins que des ouvriers français? Parce que là, bizarrement, l'Europe s'en occupe pas. Hein. Elle s'en arrange. Ah mais non, on est bien d'accord. C'est pour ça que j'en reviens toujours à l'Europe économique. Si vraiment elle voulait se battre pour l'Europe, elle devrait unifier. Pourquoi les médicaments sont pas tous pareils sur l'Europe?
Pourquoi ils s'en occupent pas? Ils mettent pas des lois et des directives pour que l'ensemble d'un médicament qui sauve des gens soit distribué partout et au même prix en fonction sur l'ensemble de l'Europe? Pourquoi ils s'en occupent pas de ça? Pourquoi je me rappelle, hein, un plombier polonais est beaucoup moins cher qu'un plombier français. Ça, l'Europe s'en occupe pas. Donc moi, je suis pour cette Europe. Pour que si tu ailles en Allemagne, etc., ben, tout le monde puisse vivre décemment, machin. Comment ça se fait qu'en Croatie, on fait encore faire des trucs où les gens sont 10 fois moins payés que nous, alors qu'ils font la même chose que nous? Mais ça les intéresse pas. Hein. Je sais pas pourquoi. Je me pose pourquoi l'Europe s'occupe pas de ces trucs-là, d'ailleurs. C'est bizarre, hein. Ils préfèrent s'occuper des lave-vaisselle, des normes. Donc tu vois, une Europe humaine, une Europe sociale, une Europe égalitaire m'intéresse. Mais là, l'Europe telle qu'elle est, non, ça m'intéresse pas. Est-ce que les Gilets jaunes se sont suffisamment emparés de cette question de l'Union européenne? Non, les Gilets jaunes ont survolé, malheureusement. Ont survolé ce genre de trucs. Et puis les Gilets jaunes ont essayé de les manipuler, se sont fait manipuler aussi bien par des partis politiques que par de l'entrisme NPA, que... Voilà, c'est le problème de ce genre de révolution, quoi. D'à partir du moment où ils voulaient pas de chef, c'était vraiment tellement facile de se faire enculer. En même temps, la question du chef pose le problème de quel chef? Oui, ben, on pouvait peut-être faire ça démocratiquement, on pouvait peut-être... voilà, mais on l'a pas fait. On l'a pas fait. Chacun voulant garder son précaré. Tu sais, moi, j'ai connu des ronds-points et j'en ai fait un paquet pendant 2 ans. Je vais t'en prendre un bien simple, c'était le rond-point de Fontainebleau. Ouais, c'est pas loin, hein, 40 km de Paris. Super rond-point. Merguez, barbecue, cabane de gilets jaunes, tout le monde s'aime, égalité. Aujourd'hui, 3 clans. Ils ont séparé les frontières. Non. Je te jure. Sur le même rond-point, il y a 3 clans. Et puis ils se parlent plus. Hein. Ah bah non, hein, parce que les gilets jaunes du coin gauche, c'est des connards, et les gilets jaunes du coin droit, c'est des connards aussi. Hein. 3 clans. Les mecs ont pas su. Et puis ça a été manipulé aussi. Hein. Il y a des gens qui ont manipulé. Ils ont infiltré aussi. Il faut pas croire. Hein. L'infiltration, ça existe. Hein. Macron, il est très fort là-dessus. Hein. Il est très très fort. Et moi, j'en ai eu des preuves avec les députés, hein, des infiltrations et des cabinets noirs et cabinets noirs. Donc ils savent faire. Ils ont vite compris la leçon du 1er décembre. Hein. Et en plus, je te dis, il y a une espèce de starisation. Je me souviendrai toujours sur les ronds-points et sur toutes les conférences que j'ai fait à travers toute la France. Et j'en faisais à une époque 100 par an. Les ayatollahs de l'horizontalité. Ouais, on veut pas de chef, les chefs c'est des connards, on veut être entre nous. En général, c'est ceux qui jouaient les chefs. C'est-à-dire ceux qui gueulaient pour pas avoir de chef, c'est ceux qui jouaient les chefs. Et puis t'as les gens qui suivaient parce que malheureusement, c'est pas dans la nature majoritaire d'hurler. C'est pas dans la nature majoritaire de dire attends, t'abuses un petit peu, tais-toi là, tu vois, laisse parler les autres. Et puis ça a marché pour certains. En fait, anthropologiquement, dans un groupe d'humains, il y a forcément quelqu'un qui devient le chef. Oui. Et là, ça a été un non-sens, parce que ceux qui étaient les chefs disaient qu'ils voulaient pas de chef. Ouais. Mais quand tu réfléchis bien, c'était surtout pour qu'il n'y ait pas d'autres chefs qui arrivent. Ce qui s'est passé au rond-point de Fontainebleau. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a commencé à gueuler « Je veux pas de chef !» etc. Puis il y en a qui dit « Attends, tu me fais chier, moi je veux être chef, moi aussi. » Et donc il a fait son propre clan. Ils ont reproduit ce contre quoi ils luttaient. C'est un gros problème. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas Macron qu'il faut virer. Quand j'entendais les gilets jaunes dire « Ouais, Macron, démission, Macron... » C'est une connerie. C'est le système qu'il faut changer. Remplacer un connard par un pourri, ça change pas grand-chose. Tu t'es fait baiser par la droite, tu t'es fait baiser par la gauche. Votez pour moi. Tu sais, le film « Et confiance ». Tu vois, tu te rappelles de ce film-là avec Mowgli. On y a cru. Mai 2017. Moi, j'ai pas voté Macron, mais il y en a plein de gens qui y ont cru. Et c'était des gens sincères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes les députés qui ont remplacé les députés en mai 2017, les députés Macron, la vague des 317, des 320, des 350 députés, t'avais des gens de la société civile. T'avais des gens qui gagnaient 2 000 € par mois et disaient « Moi, je vais faire autrement. » Vous vous êtes fait niquer la gueule par Hollande, vous vous êtes fait niquer la gueule par Sarkozy, vous vous êtes fait niquer la gueule par Macron. Moi, par Chirac, avec Macron, je peux vous assurer, ça va changer, ça va être autrement. Moi, je regarde après. Ils sont pires que les mecs qui dénonçaient. Avant, il y avait des lois qui étaient votées par 47 personnes. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées par 20 députés. Ils sont moins présents. Ah ouais.
Ils sont plus pourris que ceux qu'ils dénonçaient. Ils devaient, soi-disant, mettre à plein tous les trucs. Tu rigoles. Aujourd'hui, un député, il a le droit de s'acheter une voiture personnelle avec ce qui a remplacé l'IRFM. Aujourd'hui, les députés, ils sont contrôlés qu'une fois tous les 5 ans. T'en as un qui gueule. Aujourd'hui, j'ai des députés, et je vous ai à l'œil, qui font rembourser 2 à 3 fois leur note de restaurant. C'était des mecs bien. Avant. Et puis, ils ont goûté la soupe. La soupe qu'ils dénonçaient, hein, tant qu'ils la mangeaient pas. Et comme ils se sont aperçus que la soupe était quand même bonne, eh ben, ils ont plus trop envie de la partager, toi. Ils ont plus trop envie de la supprimer. Le pouvoir corrompt. Mais c'est évident. Le pouvoir et les privilèges. Tu sais, quand tu deviens élu de la République, les gens eux-mêmes te cirent les pompes. Les gens eux-mêmes viennent pour te cirer les chaussures. Eh ben, celui qui fait pas gaffe, hein, il aime bien. Hein. Ah, t'as pas bien fait la deuxième, là. Hein. Tu peux revenir la cirer. Tu t'habitues très vite à ce truc-là. Très vite. Et il y a plein de gens qui tombent dans le piège. Donc c'est vraiment le système qu'il faut changer. Et il y a des trucs vachement simples. J'ai un type qui s'appelait... c'est comme l'autre avec S, là. Je me souviens jamais de leur nom. Ça commence par M. Putain, il est président de la République. Macron, j'oublie à chaque fois, qui avait promis la moralisation du système politique. C'était sa grande pancarte. Vous inquiétez pas, le cumul des mandats et tout, on va s'en occuper. Mon cul, hein. Aujourd'hui, au municipal, Madame Aubry, 4e mandat. J'ai des gens, ils en sont à leur 5e mandat. J'ai des gens, ils ont encore 48 ans de mandat devant eux. C'est ça la moralisation? Ils sont encore foutus de notre gueule. Il y a des trucs vachement simples. Quand tu vas faire ton service militaire, moi je fais partie de ceux qui l'ont fait. Tu fais ton service, puis après tu rentres chez toi. Ben pourquoi on fait pas pareil pour les élus? J'ai envie, moi, de me défoncer pour la société. Ben, je vais faire un mandat, puis après je rentre chez moi. Non. Ils sont arrangés pour que ça dure toute la vie. Parce que c'est vachement bien. Puis comme c'est eux qui votent les lois, en plus, pourquoi je me servirais pas? C'est moi qui fais la soupe. Pourquoi dans ma soupe, je mettrais pas plus de pommes de terre que dans celle des autres? Eh ben, les mecs, ils se mettent plein de pommes de terre dans leur soupe. Et c'est un bonheur. Parce qu'en plus, tu ne contrôles pas ce qu'il y a dans la gamelle. C'est-à-dire, tu vois la gamelle, mais tu vois pas ce qu'il y a dedans. C'est un bonheur. Pourquoi ils ne continueraient pas à la remplir? Il n'y a pas de contrôle. Et c'est des trucs vachement simples à faire. Pas plus de 1 mandat, point barre. Ou, tu vois, je vais même jusqu'au bout dans ma logique parce que j'essaie toujours d'être pragmatique. Allez, d'accord. Moi, par exemple, je fais partie des gens qui sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Ça arrive, hein. Tu veux plusieurs mandats? D'accord. Mais tu vois, à partir du 2e, tout bénévole. Tout. Y compris les à côté, hein. C'est-à-dire que tu veux bosser en plus? Ben vas-y, mais bénévolement. Je suis sûr qu'il y aurait vachement moins de monde qui irait à la gamelle. Parce que, en fin de compte, les élus, on s'en rend pas compte. C'est pas les salaires, c'est pas les indemnités qui sont le plus importantes chez les élus. C'est les à côté. Quand tu payes pas ta voiture, quand tu payes pas ton téléphone, quand tu payes pas ton restaurant, quand tu payes pas ton internet, quand tu as quasiment tout gratuitement et que tu vis au crochet de la société. Quand en plus tu as des frais de représentation. Moi, je l'ai écrit aussi dans un de mes livres. J'ai toujours du mal à comprendre qu'un élu qui a plusieurs mandats ait plusieurs frais de représentation. Comment tu arrives à faire 3 déjeuners en même temps? Puisque tu es remboursé 3 fois. Tu es remboursé comme président de communauté d'agglo, tu es remboursé comme conseiller municipal, une bêtise, hein, comme conseiller municipal et comme député. Tu as des frais à chaque fois pour rembourser ton repas. Moi, je déjeune qu'une seule fois. Hein. Tu vois, il y a des trucs vachement simples qu'on pourrait faire. Mais ils veulent pas les faire. Parce que ça s'appelle de la gratte. Comment ça se fait que une Madame Dati, c'est ça, hein, qu'elle s'appelle une dame qui a voulu être maire de Paris, je crois. Rachida, même de son prénom. À une époque, et je l'ai aussi prouvé, avait jusqu'à 10 000 € de téléphone par mois. Comment c'est possible, ça? Merci. J'adore quand on dit ça, parce que c'est possible, elle l'a fait. C'est hallucinant. Hein? D'accord, hein? Ouais. À peu près, hein. Je suis pas à 50 € près, quoi. C'était peut-être 9007. Hein. Elle avait jusqu'à 10 téléphones perso. 3 fournis par le RPR, 2 fournis par la mairie, 1 ou 2 en tant que conseillère européenne. C'était un bonheur. Et moi, je me dis, putain, quand est-ce qu'elle a trouvé le temps de bosser? Parce que quand tu passes ton temps au téléphone, t'as pas trop le temps de faire autre chose, toi. Eh ben ça, c'est une réalité.
Et ça, faut arrêter. Faut arrêter. Moi, j'ai des trucs vachement simples. Par exemple, un type qui a détourné de l'argent. Pour moi, la meilleure des condamnations, c'est pas de l'envoyer en prison. Les prisons sont pleines et tout, c'est chiant. C'est pas la peine de le condamner à rembourser parce que la plupart du temps, ils remboursent pas, ils sont insolvables, ils ont mis l'argent au nom de leur femme, tu vois. Il y a tout un... Non! Faut juste le condamner à être pauvre. Tu vois? Je te donne un appartement HLM à Bugny au 7e étage sans ascenseur. Je te donne un boulot dans l'usine avec 2 heures de transport RERD par jour, c'est minimum. Et je te condamne à ça pendant 3 ans. Et tu le fais. Et toi, ta femme, tes enfants. Hein. Pas tout seul, faut pas que tu restes tout seul. C'est marrant ça comme condamnation. Mais c'est la meilleure. Tu les condamnes à être pauvres, tu vois, à descendre les 7 étages, ou à monter les 7 étages et s'apercevoir qu'ils ont oublié d'acheter le pain. Et que là, il faut redescendre pour aller le chercher, le pain. Dans la boulangerie qui est fermée parce qu'elle s'est fait braquer 3 fois la semaine dernière. C'est la meilleure des punitions. Parce qu'aujourd'hui, les punitions, condamner ces mecs-là de la prison, il y a un truc que je comprends pas d'ailleurs. Je le dis bien parce que c'est un truc que je comprends pas depuis 8 jours. On condamne un type à de la prison ferme et il va pas en prison. Ouais, en dessous de 2 ans de... Non. À quoi ça sert de le condamner comme ça? Pourquoi il le condamne pas avec sursis? Parce que ce que je cherche, le sursis, c'est le sursis. En fait, oui, ils ont du sursis, en fait. Mais non, ouais. Ils ont de la prison ferme. Ouais. Non. Ouais. Non, effectivement, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Bah oui, moi oui. En fait, c'est du Je veux sursis. juste qu'on m'explique pourquoi ils l'ont pas condamné avec du sursis. Mm. C'est pas encore de la manipulation, ça? Donc tu donnes l'impression que tu as été ferme. Je te condamne à 2 ans de prison ferme. Non, tu les fais pas, parce que toi, tu t'appelles Fillon, donc faut pas déconner. Tu vois? Bah, j'en conclus que c'est ça. En dessous de 2 ans ferme, même ceux qui s'appellent pas Fillon ne les font pas. Eh ben non, Ah bon? Vincent, c'est 1 an. Ah oui? La loi, c'est 1 an. Ah oui, d'accord. En dessous de 1 an ferme, tu peux. En dessous de 2 ans ferme, tu peux éventuellement négocier avec le juge. Ouais. Ce qu'a fait M. Cahuzac. D'accord. Mais ces 2 ans, tu peux négocier. Mais en attendant, t'es condamné à de la ferme. Donc tu devrais pouvoir négocier, mais de la prison. Eh ben non. Par contre, t'es un petit gilet jaune, t'as acheté un caillou, etc. Là, tu fais de la prison ferme tout de suite. Et moi, je veux juste qu'on m'explique. Hein, à quoi sert le sursis? Condamnez-le à sursis. Ben non. Tu vois, c'est aussi ça la justice en France. Par ailleurs, la justice a été très rapide et très expéditive pour les Gilets jaunes. Oui, moi je me plains. Oui, bah, pour les gilets jaunes, je t'en parle même pas. Là, c'était du jour au lendemain, quoi. Bah oui, mais ce qui s'approuve bien que c'est une justice d'exception, c'est une justice de répression. Elle était faite pour faire peur. Et c'est vrai qu'elle fait peur. Moi, j'ai 6 enfants. J'avais de la trouille à chaque fois que 3 de mes gosses partaient en manif. Parce que j'avais peur qu'ils reviennent avec un œil éborgné, ou qu'on se retrouve, que je sois obligé de prendre un avocat pour les sortir de garde à vue. Et ça a été fait pour. Il n'y a pas que les pays totalitaires ou les pays répressifs où ça existe. En France, ça existe. Je le dis, et je l'ai dit en Bulgarie et en Russie. On vous traitait de pays totalitaire, mais en France, c'est pas mieux. La preuve. Quand une police et une justice commencent à mettre en prison des gens qui sont juste là pour manifester, c'est-à-dire des citoyens, on appelle ça comment? Il y a des endroits où on appelle ça une dictature. Parce qu'en plus, là-dessus, je voudrais qu'on y revienne. Moi, j'ai analysé, il y a 800 personnes aujourd'hui qui ont fait de la prison au niveau des Gilets jaunes, d'accord? Sur 800 personnes, je crois pas qu'il y en a plus de 10 qui sont réellement des délinquants de type Black Bloc casseurs. Ça veut dire qu'il y en a 790 qui sont des simples citoyens excédés. Primaires, pour la plupart, hein. Donc, en général, quand tu es primaire, primo-délinquant, là, tu as du sursis, et là, tu vas pas en prison. On est d'accord? Donc, pour la plupart, c'est des primaires délinquants qui ont volé une fourchette aux Fouquettes, le truc de merde, quoi. Et eux sont en prison. Mais où ils sont les vrais casseurs? Ceux qui ont vraiment incendié des bagnoles? Ceux qui ont vraiment jeté des gros pavés sur les flics? Ceux qui ont vraiment fait de la destruction massive dans les manifestations pour dénaturer le côté pacifique des manifestations. C'est marrant, eux, ils sont pas en prison. Il fallait que les manifestations restent pacifiques? Mais c'est évident. Moi, je suis contre la violence. La violence ne sert que les intérêts du pouvoir. Que ça. Ça sert à justifier la sécurité. Ça sert à justifier la répression. Ça sert à justifier le serrage de vis. Sinon, ça a servi à quoi? Qu'on m'explique. Ah ouais, s'il n'y a pas eu de violence, on n'aurait pas eu des avancées.
Quelle avancée? 100 € par mois, Non. le 31 D'abord, décembre. ça, c'est une mensonge. Oui, mais Faut c'est toujours être une précis. annonce, ouais. C'est un effet d'annonce. D'abord, c'est pas 100 €, c'est 80 €. 80 € brut, parce qu'il y avait déjà 20 € qui étaient déjà prévus dans ce qu'ils avaient fait. Sur les 80 €, c'était du 80 € brut. Donc, quand tu fais du 80 € brut, ça se transforme en 67 € net. Quand c'est du 67 € net, et c'est pas tout le monde qui l'a touché. Donc ça, c'est des effets d'annonce de merde. Qu'on t'annonce à grand renfort de médiatisation. Et 67 € divisé par 12, ça fait combien par mois? Pas grand-chose. Donc, ils arrêtent de nous prendre pour des cons. C'est des effets d'annonce, c'est des mensonges d'État, ça. Et je ne supporte pas. Mais les gens sont cons. Ils se rendent pas compte que c'est rien. C'est rien, c'est que dalle. C'est que dalle. Et c'est des miettes dont je te parlais tout à l'heure. Donc ça, pour moi, c'est pas une avancée. La violence, ça a apporté ça. Putain. Quoi ça a apporté d'autre? L'essence est moins cher aujourd'hui? Le code du travail, hein. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a une loi qui est passée dans le code du travail qui me rend fou, où je peux te licencier sous n'importe quel prétexte. N'importe quel prétexte. Avant, il y avait des lois. C'est-à-dire, je pouvais pas te licencier parce que t'as une sale gueule. Tu me suis? Aujourd'hui, si. T'as une sale gueule qui me plaît pas? Je te licencie. Tu veux pas coucher avec moi? Pas grave. L'année prochaine, je te licencie. Tu portes des chaussures jaunes. En ce moment, moi, le jaune, j'aime pas trop. Je te licencie. Ils ont facilité les conditions de licenciement. Mais c'est la loi. Dans le nouveau code du travail, tu peux licencier sous n'importe quel prétexte. N'importe quel prétexte. C'est un truc de fou. Et les gens ne se rendent pas compte de ce genre de loi. Parce que la flexibilité est nécessaire au fonctionnement du marché. Te virer parce que tu veux pas coucher avec moi? C'est nécessaire? Non. J'appelle pas ça la flexibilité. La flexibilité, c'est pas ça pour moi. Tu sais qu'il y a une loi qui est passée il y a 2 ans et c'était l'autre con d'avant, Hollande. Avant, quand une société faisait du bénéfice en France, tu ne pouvais pas licencier sans problème. Parce que la société fait du fric, elle a fait du bénéfice. Non. Eh ben, ils ont changé la loi. Même quand une société fait du bénéfice, tu peux fermer l'usine. Donc, si le compte de retraite américain qui veut absolument ces 12% de dividendes par an en cash flow pour pouvoir continuer à vivre aux Bahamas ou en Floride. Les fonds de pension, oui. Les fonds de pension décident que le trust peut fermer une usine qui fait du bénéfice en France, licencier les 600 personnes pour récupérer du cash flow, pour filer les 12% aux fonds de pension. Eh ben, ils ont autorisé ça. C'est ça, la loi française aujourd'hui. En novembre 2018, il y a un amendement qui est passé en France sur le revolving, entre guillemets, des trusts, qui disait que on voulait savoir ce qu'un trust gagnait comme argent en France. Tu travailles en France, tu as tes usines installées en France, tu as ton fast-food installé en France, tu as Amazon qui est installé en France. On veut savoir combien tu gagnes d'argent en France quand tu travailles et que tu es installé sur le territoire français. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Cet amendement passe. En commission, ça passe. Il passe en première lecture à l'Assemblée, ça passe. Il passe en première lecture au Sénat, ça passe. Il revient à l'Assemblée pour le vote définitif, ça passe. 2h du matin, le ministre, il arrête tout. Tout. Ils font venir d'autres députés. Et ils redemandent un vote. Et ils votent contre. Un des rapporteurs de l'amendement votait pour avant l'interruption. Il reçoit un coup de téléphone du gouvernement. Il vote contre. Aujourd'hui, grâce au vote de certains députés félons, pourris, tout ce que tu veux, cons, parce qu'ils n'ont même pas regardé ce qu'ils votaient, on ne sait toujours pas ce que Amazon, etc., gagne quand ils travaillent en France. Alors que ça nous aurait permis, après, de pouvoir commencer à leur faire payer des impôts sur leurs bénéfices en France. Tu me suis? Eh ben, la loi a voté le contraire. Merci, la loi. Donc tu vois que c'est bien le système qu'il faut changer, pas les hommes. Parce que les hommes qui ont voté ça, c'est ceux de mai 2017. C'est le mec qui gagnait 2000 € par mois et qui est devenu député. Qui, avant d'être député, est un type sincère. Et moi, je veux changer les choses vraiment. Moi, je voudrais que la société, ça soit une société autrement que la société de merde de gauche, la société de merde de droite. Moi, je veux une société avec le Kennedy français, celui qui baise une vieille, qui en fin de compte est un mec qui est pas comme les autres. Il est pire que les autres.
Alors que faire? Quel modèle? Quel système? Mais continuer à se battre. On Quelle n'a pas le choix. démocratie? Je sais pas. Le RIC? Oui, alors le RIC, on peut pas être contre. Je veux qu'on m'explique. Macron est contre. Mais ils sont tous contre. Même Mélenchon qui dit qu'il est pour le RIC. Quand tu regardes ce qu'il fait sur le RIC, il se garde la plus belle part de la décision. Moi, je suis pour un RIC en toute matière, point barre. Pourquoi on serait aussi con? Et puis en plus, j'ai une formule par rapport à ça. Le RIC, c'est une assurance vie. Quand tu prends une assurance vie, toi, est-ce que c'est pour mourir? Oui ou non? Non. Bon, on est d'accord. Quand tu fais un contrat de mariage, et j'ai été maire adjoint, je disais aux jeunes, faites un contrat de mariage. Est-ce que c'est pour divorcer? Non. C'est au cas où. On est d'accord? Donc si t'arrive un pépin, ta femme touchera ton assurance vie. Si jamais au bout de 10 ans tu t'entends pas avec ton épouse, tu divorces, t'as fait un contrat, vous repartez chacun, ben le RIC c'est pareil. Si tout se passe bien, si on a des bons députés, pourquoi les révoquer? Si on a des bonnes lois, pourquoi en refaire? Si on a une bonne constitution, pourquoi la réécrire? Donc le RIC, en fin de compte, c'est juste une garantie que les élus et que les gouvernants ne fassent pas de conneries. Mais s'ils bossent bien, on n'en a pas besoin du RIC. Donc pourquoi ils ont peur de le mettre? Pourquoi on peut révoquer n'importe qui sauf un élu? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Toi, tu déconnes en tant que journaliste, je te vire. Toi, tu déconnes en tant que comptable, je te vire. Toi, tu déconnes en tant que machin, je te vire. Toi, tu déconnes en tant qu'élu, je peux pas te révoquer. Mais c'est bizarre, cette affaire. Pourquoi tu veux pas? Et ils veulent pas. Mais le RIC, en fin de compte, c'est que dalle. Et tu sais, en plus, je le dis souvent dans mes conférences, le RIC, cet outil communiste, anarchiste, de truc de peuple qui va commander tout, qui va te faire la peine de mort, Le fascisme. le fasciste, etc. Est-ce que tu sais l'endroit où on utilise le plus le RIC? En Suisse, non? Non, tu vois, c'est l'erreur à chaque fois. Non? En Californie. Ah oui? C'est les Américains qui utilisent le RIC le plus. Schwarzenegger, tu vois qui c'est, monsieur Mach, a été élu grâce à un RIC révocatoire. Ah oui? Ouais. Ouais. Donc quand on me dit que le RIC est un truc de facho, je rigole. Il y a un endroit en Californie où le RIC a marché. Tu connais Coca-Cola? Hein, c'est une boîte qui vend des produits dont j'en bois pas moi depuis 20 ans. Ça me dit quelque chose. Ouais, moi aussi, ça parle un petit peu. Eh bien, Coca-Cola a un produit qui s'appelle le E150 dans la bouteille. Le E150 est le produit, alors je dis E150 pour les puristes, c'est peut-être le E175, hein, mais c'est bon, c'est celui qui sert à rendre le produit Coca-Cola marron. Tu vois, qui te donne la couleur marron du Coca, etc. C'est un truc complètement chimique. Couleur très naturelle. Complètement chimique. Donc le E150, en Californie, grâce à un RIC, il faut savoir que ce produit est éminemment cancérigène. Ah oui. Tu me suis? En Amérique, ils ont fait un RIC pour que Coca-Cola soit obligé de baisser le taux du E150 dans le Coca. Sur un État, hein, pas sur l'ensemble de l'Amérique. Grâce à ce RIC, Coca-Cola a été obligé de baisser le taux du E150 dans le Coca. C'est une histoire de peine de mort? Non? Pourquoi quelques connards qui décident font des conneries et que l'ensemble du peuple serait con? C'est pour ça qu'ils veulent pas le RIC. Parce que le RIC, c'est pas un truc où on vote tous les jours. Il y a une procédure. Quand tu veux faire un truc, il faut déposer, il faut argumenter, il faut les pour, il faut les contre. Et pourquoi on pourrait pas le faire? Et puis en plus, je le dis toujours, si tout est bien, on s'en sert pas. Mais c'est pas un problème. Mais c'est là. Tu vois, c'est comme la bombe atomique. Hein. Je prends un mauvais exemple. Hein. Mais le fait qu'on ait la bombe atomique, c'est fait pour pas s'en servir, entre guillemets. Hein, entre guillemets. Tu vois. Et le RIC, si on l'avait, et si tout se passe bien, ben je m'en sers pas. Mais si tu déconnes, j'ai le RIC. Alors qu'aujourd'hui, tu peux déconner. Et comme j'ai pas le RIC, je peux rien faire. Alors, l'argument de Macron et de ses sbires, c'est de dire que la République aurait une instabilité. Mais c'est un mensonge. Est-ce qu'en Californie, il y a une instabilité? Là aussi, c'est parce qu'ils ne regardent pas ce qui se passe ailleurs. Les Américains sont des fachos, des mecs qui ont remis la peine de mort. C'est dans l'endroit où ils ne l'ont pas mis, justement. Là où il y a le RIC. Donc ça prouve bien le contraire. Où il y aurait une instabilité. En Suisse, il y a une instabilité. C'est un des pays les plus stables. Donc tout ça, c'est des mensonges médiatiques. C'est comme quand il dit qu'on ne peut pas installer le casier judiciaire vierge en France parce que c'est anticonstitutionnel.
Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas présenté la loi du 1er février 2017 qui est en train de pourrir dans un tiroir du Sénat. Présentez-le au Conseil constitutionnel, on verra si c'est pas constitutionnel. Pourquoi vous présentez tout et n'importe quoi au Conseil constitutionnel et pas celle-là? En gros, c'est comme si tu étais devant un truc de foot, tu vois, un but, tu vois, tu vas tirer un penalty. Non, je le tire pas parce que ça va rentrer. C'est exactement ce qu'ils font. Mais non, arrêtez. Posez-le, le RIC, on verra bien. Puisque vous avez la loi pour vous, si jamais ça merde, changez-le. Vous le retirerez. Mais pourquoi vous voulez pas le faire? Pourquoi vous voulez pas poser ce truc qui, en fin de compte, ne gêne qui? Que vous? Pas le peuple. Pourquoi le peuple serait aussi con que ce que vous êtes? C'est trop facile. Alors eux, ils sont 10. Ils font des trucs à la con, et nous, on est des millions, et on ferait des trucs encore plus cons. Non, mais arrêtez. Et en même temps, le RIP sur Ça, c'est de la merde. sur Aéroport de Paris, oui, mais n'a pas réuni suffisamment de signatures. Mais c'est normal. 4,7 millions. Il n'y a pas un pays au monde, où quand on fait un RIC, on demande plus d'1 million de signatures. Pourquoi en France, c'est 4,7 millions? Il n'y a pas un pays au monde où c'est plus de 5% des signatures. Tu me suis? Pourquoi en France, c'est 10%? 4,7 millions de signatures. Pourquoi en France? En plus, c'est eux qui avaient le contrôle des signatures. Moi, le premier, j'ai signé, ma signature a disparu. Disparu comment ça? J'ai signé sur le truc, le parcours du combattant. Oui, c'est vrai que c'était compliqué. Mais c'est pas vrai, c'est sûr. Ouais. C'est malhonnête. Ah ouais. C'est malhonnête. Ils ont tout fait pour que les gens ne signent pas. Et malgré ça, il y a eu 1,5 million de signatures. Quand tu estimes qu'ils en ont retiré à peu près la moitié, c'est-à-dire qu'on a déjà eu 3 millions de signatures. Quand tu sais qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas dans cette démarche de signature, de pétition bidon, etc., qu'on a tout fait pour qu'ils ne signent pas, qu'il n'y ait eu aucune publicité sur le truc. Voilà, le RIP, c'est un manchon. Et en plus, même si on avait eu les 4,7 millions de signatures, j'estime déjà que c'est un succès. À partir du moment où ça a dépassé le million, on a fait mieux que tous les autres pays. Malgré les embûches, malgré la non-publicité, malgré le fait que sur Internet c'est un parcours du combattant, malgré le fait qu'ils ont perdu plein de trucs sur l'Internet, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Et malgré ça, on a eu 1,5 million de signatures, et même si jamais on avait eu les 4,7 millions de signatures, de toute manière, il fallait encore que les députés, etc., on réunisse je ne sais plus combien de députés, je ne sais plus combien de signatures, pour avaliser les 4,7 millions de signatures. C'était que consultatif. C'était de la merde. Donc à quoi ça nous sert de nous dire que c'est bien alors que c'est de la merde? Je suis désolé, je marche pas dans la combine. Donc le RIP, c'est uniquement un miroir aux alouettes. On a fait ça, Sarkozy a fait ça parce qu'il n'avait pas le choix. Mais comme d'habitude, comme ils n'ont pas le choix, ils s'arrangent quand même pour nous proposer un truc de merde. Comme Maastricht. Le peuple a voté contre Maastricht, puis on se démerde 2 ans après pour faire le petit truc de Lisbonne. Constitution européenne. Projet de constitution. Tu vois, Ces gens-là ne respectent pas la volonté du peuple. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ces gens-là ne veulent pas qu'on respecte la volonté du peuple. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas mettre le RIC en place. Parce que s'ils mettaient le RIC en place, ça serait la volonté du peuple qui serait obligé de respecter. Et ça les arrange pas. Ça arrange pas Coca-Cola. Ça arrange pas Amazon. Parce que s'il y avait un RIC, je peux t'assurer qu'il y a plein de choses qui se passeraient pas en France. Le fait qu'on sous-paye les gens dans ces entreprises modernes d'esclavage. Entreprises modernes d'esclavage. Ça passerait pas, Il y a un moment donné, on taperait sur la table en disant « Attends, t'es gentil, mon bonhomme. Tu viens de faire 24 milliards de bénéfices, tu vas en redonner un petit peu à tes salariés. Pas tout, parce que c'est normal. Tu bosses, que tu gagnes de l'argent, oui. Que tu gagnes beaucoup d'argent, oui. Mais là, on n'en est plus là aujourd'hui. On en est à ce que les gens prennent les 4/5 du gâteau. Et ils laissent crever l'ensemble des gens avec le reste. Là, il y a un rapport qui est sorti par Oxfam il y a 1 an, où on a les preuves qu'il y a 8 personnes au monde qui possèdent plus que la moitié de la population. 8 personnes au monde qui possèdent plus que la moitié de la population. Est-ce que c'est normal? Expliquez-moi. Mais ce qu'on ne sait pas, et moi je creuse, c'est qu'il y a 10 ans, il y en avait 380. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait 380 personnes qui possédaient plus que la moitié de la population. En 10 ans, on est passé à 8. Concentration des richesses fabuleuse. Merci.
la pyramide. De moins en moins de gens comptent de plus en plus, et de plus en plus de gens comptent de moins en moins. Mais à un moment donné, ça va péter. Parce que je le dis toujours, qu'est-ce qui fait les riches, c'est les pauvres. Ces gens ne se rendent pas compte que force d'appauvrir les gens, ils vont être obligés de mettre des miradors autour de chez eux. Et puis après des murs. Et puis au-dessus des murs, ils vont mettre des barbelés. Puis au-dessus des barbelés, ils vont mettre des mitrailleuses. Parce que les gens qui sont dehors, ils vont vouloir nourrir leurs gosses. Hein. Les gens qui sont dehors, ils vont vouloir avoir un petit peu du gâteau qu'ils n'ont plus. Ils vont venir le chercher. Hein. Et donc on va vers des crises violentes. Parce que les autres, ils veulent pas le partager. Et de moins en moins. Donc on trouve des combines, comme en Libye, où on donne de l'argent à des dictateurs pour faire du trafic de chair humaine. On ferme les yeux sur les boat people, pour être sûr qu'en euro territorial, on puisse couler les bateaux pour qu'il y ait de plus en plus de morts. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Avec, bien entendu, le fait que on se déculpabilise en disant qu'on fait ça pour le bien de tout le monde. Que, comme dit Macron, moi je sais, vous savez pas. Je sais ce qui est bien pour vous. Ce qui est bien pour vous, c'est de crever la dalle. Ça va pas durer. Hein. Parce que les morts qu'on laisse mourir, parce qu'ils crèvent de faim chez eux, les gens qui viennent chez nous, ils viennent pas par plaisir. Hein. Si tu te barres de ton pays, si tu laisses cette famille, c'est parce que tu as l'impression que tu vas vivre mieux chez les autres. Ces gens qu'on laisse crever en eau territoriale aujourd'hui, et je pèse mes mots. On s'arrange pour que ces gens crèvent. Les bateaux n'ont plus le droit d'y aller, les bateaux internationaux n'ont plus le droit d'y aller, les gens qu'on récupère, on ne peut plus les faire attaquer. Ils organisent la mort annoncée des migrants en eau territoriale en se fermant les yeux et en regardant à côté. À force de les laisser crever, de toute manière, les Maccabées vont s'entasser, ils vont arriver sur nos côtes. Hein. Faut pas rêver. Hein. Migrants qui d'ailleurs ont payé très cher leur... Mais attends, là aussi, il y a un trafic d'argent. Moi, je me marre toujours quand je voyais entre l'Italie, c'est entre, je sais plus quel pays, l'Italie, où il y a ça de flotte, et je voyais les marchands sur le machin, avec tous les gilets de sauvetage, les bateaux, les canaux qui étaient vendus. Ah oui, il y a tout un marché derrière. Oui, il y avait tout un marché derrière. De gilets de sauvetage, de canaux pneumatiques, etc., etc. Ils font du fric avec tout ça. Puis les passeurs. Les passeurs et les commerçants. Ouais. Où ils vendent des gilets de chauffaille pour les petits-enfants, toi, les gilets de chauffaille. Alors, 4 fois plus cher, hein. Mais c'est pour que l'enfant se noie pas. Hein. Mais 4 fois plus cher, quand même. Hein. Tu vois, c'est des non-sens. Philippe Pasco. Oui. La France de 2050. Elle ressemblera à quoi ? J'en sais rien. La France 2050, j'espère qu'elle sera teintée de partage. J'espère qu'elle sera pas uniquement une société de profit. Je le dis souvent parce que on se dirige vers des sociétés de profit et le profit, par définition, c'est uniquement réservé à quelques-uns. Moi, je préfère une société de partage parce que la société de partage, c'est pour tout le monde. Donc j'espère qu'en 2050, je serai plus là pour mes enfants et mes petits-enfants, qu'on se dirigera vers une société de partage parce que de toute manière, on n'a pas le choix. Si on ne va pas vers une société de partage, on va vers une société où il y aura quelques personnes qui vont diriger et l'ensemble des autres qui vont subir. Et ça, c'est pas la société que je veux. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes se sont levés, et c'est pour ça qu'on est encore quelques-uns à se battre. Parce qu'on n'a qu'une seule terre. Hein. Je le dis souvent depuis 25 ans, d'ailleurs je l'ai marqué sur mes t-shirts que je donne depuis 25 ans. Je dis que je donne parce que j'en connais qui se sont fait allumer avec des histoires de t-shirts. Quand un martien nous regarde là-haut, et qui regarde la Terre, il dit pas qu'il y a des blancs, des noirs, des juifs, des arabes. Il dit il y a juste des terriens. On a une seule terre. Et la terre, c'est une seule race. Les terriens. Donc si on se rend pas compte de ça, on va vers la cata. Cut. Philippe Pasco, merci beaucoup. Mais c'était un plaisir, Vincent. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. C'était très intéressant, au contraire. C'était un plaisir. Merci. Je reviens quand vous voulez. Merci beaucoup.